Universal et les monstres, c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'hier. Une passion que le studio a toujours su mettre en avant depuis près d'un siècle, en partageant cette obsession depuis 1971 avec un certain Steven Spielberg, qui mettra en scène toutes sortes de créatures, qu'elles soient métalliques, venant d'autres planètes, mais aussi aquatiques, bien que souvent en panne. Il n'y a donc aucune raison que le studio ne soutienne pas le réalisateur quand en 1990, il achète les droits du roman de Michael Crichton, qui raconte comment un milliardaire va réussir à faire revivre les dinosaures grâce à la génétique, un roman titré Jurassic Park. La suite appartient à l'histoire. Le film sortira en 1993 et amassera plus de 900 millions de dollars au box-office. Il engendrera 5 suites sur 3 décennies, en formant une saga valant près de 6 milliards de dollars. Et dit comme ça ressemble à un succès indiscutable. Et en termes de revenus, c'est pas faux. Mais vous allez voir à travers cette chronique que tous les films sont très loin de se valoir, allant d'une des plus grandes œuvres de l'histoire du cinéma jusqu'au pire de ce que peut offrir le blockbuster moderne. Et c'est entre autres pour ça que je vais vous raconter aujourd'hui le déclin de la saga Jurassic Park, ou World, c'est vous qui voyez. Jurassic World, je suis pas fanat. Jurassic Park est l'idée d'un homme, John Hammond, et il est sur le point de concrétiser cette idée sur Isla Nublar, une île au large du Costa Rica. Grâce à des avancées scientifiques dans la génétique, Hammond a réussi à recréer des dinosaures éteints depuis plusieurs millions d'années. Mais à la suite d'un incident qui causa la mort d'un des employés du parc, et pour prouver qu'il n'y a pas de faille en termes de sécurité, il invite un groupe d'experts à le visiter. Voilà comment le paléontologue Alan Grant, la paléobotaniste Ellie Sattler, le mathématicien Ian Malcolm, et un avocat qui servira de dessert au T-Rex, se retrouvent sur une île et sont partagés entre l'émerveillement et la crainte. Car si le fait de voir des dinosaures en vie est une chose extraordinaire, cela pousse également à la réflexion, notamment en termes d'éthique et de responsabilité. Évidemment, il ne va pas falloir longtemps pour que ça ne parte en cacahuète, puisque Hal de la ferme aux jouets, enfin non, Dennis Nedry plutôt, ne sabote la sécurité du parc afin de dérober des embryons de dinosaures qu'il doit vendre aux fameux Dodgson! Dodgson est parmi nous! Dodgson est là! Tout le monde s'en fout. Pendant ce temps, le groupe est arrêté pile devant l'enclos du tyrannosaure qui va s'échapper et causer le chaos dans le parc, tout autant que les vicieux vélociraptors bien entendu. Ce petit groupe va donc devoir survivre à une force de la nature qu'il n'aurait jamais dû affronter. Cette rencontre, séparée par 65 millions d'années, va aboutir à une confrontation entre l'homme et le dinosaure qui ne peut se terminer que dans le chaos. Voilà le résumé d'une histoire absolument fabuleuse, qui ne connaît aucun temps mort, et qui développe des personnages ultra attachants et un univers très crédible grâce notamment à un travail technique bluffant. C'est un des premiers films à utiliser le numérique aussi habilement. Seulement 7 minutes d'effets numériques seront visibles dans le film. Mais il ne suffira que de 7 minutes pour révolutionner le cinéma hollywoodien et le faire entrer dans une nouvelle ère. Le grand Stan Winston et toute son équipe sont également responsables de ce succès, puisque les animatroniques vont crédibiliser ces animaux et offrir un véritable souffle épique au film. Non mais je veux dire, regardez-moi ça, ça fait encore effet aujourd'hui, croyez-moi. La révolution est totale, et le film va d'ailleurs, consciemment ou non, nous raconter cette révolution à travers cette histoire de parc à dinosaures. Spielberg devait à la base animer ces dinosaures en stop motion, mais quand il a reçu cette démo d'ILM, la société d'effets spéciaux fondée par George Lucas, il a préféré opter pour cette nouvelle méthode, mettant sur la touche tout un procédé qui existait au cinéma depuis de longues décennies. Dans Jurassic Park, on peut se dire que John Hammond et les équipes du parc, c'est Spielberg et ILM, et que Grant représente les responsables du stop motion, puisqu'en ramenant les dinosaures à la vie, Hammond a d'office et sans le vouloir mis au chômage ce cher Alan Grant. D'ailleurs, il le dit lui-même. Notre métier est fini. Vous voulez dire éteint? On a souvent utilisé le terme métafilm pour résumer Jurassic Park, et c'est totalement vrai. L'attraction Jurassic Park existe aussi dans le monde réel, et elle vend les mêmes sensations fortes et le même merchandising. Spielberg, c'est Hammond, un homme passionné, parfois un peu trop, qui va se faire dépasser par sa propre création, Jurassic Park étant devenu indissociable du réalisateur. L'avocat, c'est le studio Universal, qui se fiche de l'aspect créatif ou de la révolution que ça engendre, mais ne voit que le profit qui va s'en dégager. Il y a même une tempête qui a stoppé l'équipe durant le tournage à Hawaï, tout comme dans le film où c'est une tempête qui va mettre à mal les installations du parc. D'ailleurs, ces plans-là sont des plans de la véritable tempête vécue par l'équipe du film. Si l'affiche du film ne reprend que sobrement le logo du parc, c'est parce que le film nous vend ce que vend le parc. Les deux se confondent. Le destin du film, sa fabrication, tout est similaire en tout point à l'histoire qu'il nous raconte. Le parc et le film ont rendu réel quelque chose qui relevait de l'imaginaire. Parce que oui, avec ses quasi 1 milliard de dollars au box-office et la dinomania qui en suivra, on peut dire que Jurassic Park a littéralement ramené les dinos à la vie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Les personnages sont aussi un des gros points forts du film. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est ce qui renforce l'affection qu'on leur porte. Ian Malcolm a beau être ultra égocentrique, il est pourtant d'une pertinence assez incroyable, en plus de faire preuve d'un certain courage.
La passion d'Ellie est ultra communicative, et sa badasserie n'a rien à envier aux autres. Et les enfants sont très attachants. Spielberg a toujours su bien choisir les enfants acteurs. Ariana Richards et Joseph Mazzello font un superbe travail et sont très justes dans leur interprétation. En termes de casting, le film se pose là. Laura Dern, le fabuleux Jeff Goldblum, Richard Attenborough, et même Samuel L. Jackson qui tient ici un de ses premiers rôles importants. Vous n'avez pas dit le mot magique. Merde! Sans oublier Sam Neill, bien entendu, qui interprète le légendaire Alan Grant, paléontologue qui peine à vivre de sa passion et qui passe son temps à traumatiser les gosses. Surtout celui-ci, que les fans vont lier à la trilogie suivante en supposant que c'est le personnage d'Owen Grady, ce qui n'est pas une approche ridicule sur le papier, puisque ce gamin qui n'aime pas les dinosaures va être traumatisé par cette histoire de raptor, et va grandir avec cette peur constante, jusqu'à ce qu'il finisse par les dompter, et donc dompter sa peur par la même occasion. Owen Grady, oui, je sais qui vous êtes. Alan n'aime pas les enfants, mais va apprendre à le faire. Cette griffe qui représente son absence de paternité, il la garde précieusement. Il s'en sert de bouclier contre toute forme d'affection provenant d'un enfant. Puis il finira par l'abandonner, afin d'offrir protection et réconfort à des enfants qui en ont besoin. Spielberg aime que ses personnages se débarrassent de leur peur. Brody n'aura plus peur de l'eau à la fin des Dents de la Mer. Peter n'aura plus peur de son passé. Wade ne craindra plus la réalité. Et Alan ne fuira plus devant sa paternité. Le film doit également beaucoup à la légendaire composition du tout aussi légendaire John Williams, qui parvient à retranscrire l'émerveillement avec une telle justesse qu'aujourd'hui la bande originale a totalement dépassé le cadre du film et est devenue automatiquement reconnaissable. Avec cette bande son, l'émotion est décuplée et la mise en scène de Spielberg sublimée. Parce que bon, c'est un travail d'équipe bien entendu, mais la raison principale du succès du film reste quand même la vision de Steven Spielberg. Quand Alan nous décrit la violence des terrifiants vélociraptors au bout de 7 minutes de film, on commence à nous teaser la dangerosité de ces animaux. Quelqu'un est déjà mort en introduction, mais on n'a pour l'instant rien vu du tout. C'est toute la force et le génie de Spielberg, qui sait faire monter la tension en repoussant le plus possible une vision claire de la menace. Et c'est comme ça qu'au bout de quasi une heure, on est témoin de la première apparition du T-Rex qui offre une intensité incroyable. Chaque plan est un monument, du ver qui tremble, à la libération, jusqu'à la dégustation de l'avocat. Le souffle est coupé, et si on était tout aussi frustré que les personnages de ne pas voir les bêtes au début, on n'est pas du tout déçu quand elles arrivent. Et ça on le doit à la mise en scène de Steven Spielberg, et à son choix de ne pas précipiter les choses. La deuxième scène marquante du film, c'est l'attaque des vélociraptors dans la cuisine, où Alexis et Tim vont se livrer à un jeu de cache-cache et d'illusion d'une tension hallucinante. Et si le spectateur est autant investi à ce moment-là, c'est parce que la mise en scène l'invite à l'être. Nous sommes également bernés par les pièges que les personnages tendent aux raptors. On est dans cette angoisse permanente car Spielberg va piocher dans les codes du slasher movie afin de personnifier les intentions de ces animaux, des animaux armés, littéralement. Une scène d'ailleurs qu'il reprendra à son compte dans La Guerre des Mondes 12 ans plus tard. On se retrouve donc avec deux gamins, deux dinosaures terrifiants, tout ça dans une cuisine des plus lambda, et pourtant c'est toute l'essence même du film qui se retrouve ici. Le seul qui aura compris ça en dehors de Spielberg, c'est Juan Antonio Bayona, mais on va y revenir. Au final, on a un film de plus de 2 heures, qui s'appelle Jurassic Park, et on ne va voir ces bêtes que pendant 15 petites minutes. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Spielberg veut que le spectateur comprenne la rareté de ces animaux. Et c'est comme ça que, comme les personnages du film, quand un dino pointe le bout de son nez, le moment est inoubliable. Si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que vous vous souvenez forcément de chaque scène avec des dinosaures dans le film. Et ça, c'est grâce à Spielberg. Est-ce que je suis un fanboy de Spielberg? Oui. Est-ce que c'est original? Pas tellement. Mais la maestria de ce cinéaste est d'une telle évidence qu'on ne peut pas ne pas aimer au moins un film du bonhomme. Et cet amour, il nous le rend bien, puisque quand il signe la suite de ce Jurassic Park en 1997, il le fait pour ses fans, qui ont passé des années à l'inonder de lettres et en le suppliant de réaliser un autre film avec des dinos. C'est donc un peu dans la contrainte que naîtra le controversé Le Monde Perdu, Jurassic Park 2. C'est magnifique. Oh oui, ça commence toujours comme ça. Et puis après, il y a les sauves qui peut, et puis il y a des hurlements. 4 ans après les événements de Jurassic Park, une attaque impliquant des touristes qui a eu lieu sur Isla Sorna, voisine d'Isla Nublar, révèle au monde que des dinosaures sont toujours en vie. John Hammond veut absolument préserver le bien-être de ces animaux et demande à Ian Malcolm de prendre la tête d'une équipe de 4 scientifiques, dont fait partie sa petite amie Sarah Harding, afin de constituer un dossier photo destiné à rallier l'adhésion du grand public pour la protection de l'île et de ses dinosaures. Malcolm, au vu des précédents événements, refuse. Et on se demande vraiment pourquoi.
jusqu'à ce qu'il apprenne que Sarah est déjà sur l'île, totalement seule, et c'est là qu'il décidera de partir pour aller la sauver. Mais une fois là-bas, ce petit groupe bienveillant va se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, et que le neveu d'Hammond a pour ambition de ramener les dinosaures aux États-Unis afin d'ouvrir un parc sur le continent. Sortir des dinosaures de cette île est la pire idée dans la longue et triste histoire des mauvaises idées. Va alors commencer une bataille entre deux idéologies, ceux qui veulent préserver ces animaux dans leur état naturel, et ceux qui veulent exploiter leur potentiel pour le profit. Dans le premier opus, Spielberg a délibérément filmé la bouteille de mousse à raser avec les embryons à l'intérieur afin de se préparer à une éventuelle suite, parce que logiquement, tous les dinosaures du premier film devaient mourir. Mais on nous explique dans ce film que non. J'ai compris comment ces animaux ont survécu sans lysine. Je m'en fous. Enfin non, on nous explique rien du tout, mais en gros il y a des dinos sur une autre île, et ça va partir en cacahuète. Le premier film se voulait plutôt optimiste, mettant en avant la puissance de la nature face à la technologie. Mais le deuxième sera beaucoup plus sombre, soulignant l'arrogance des êtres humains face à cette nature. Une absence d'empathie qui nuira à la préservation de ces animaux. Visuellement, le film est également à l'opposé de son prédécesseur. La photo est bien plus sombre, le sang bien plus présent, et on assiste à des moments plus sadiques. L'arrivée des mercenaires qui maltraitent les dinos, John Abruzzi qui se fait salement dévorer par une horde de mini-dinosaures trop mignons, qui nous seront introduits comme étant des mangeurs d'enfants. Bref, Spielberg est à l'aube d'un changement dans sa manière de créer, et quand on voit le film qui précédera Ce Monde Perdu et celui qui lui succédera, il est facile à parier que ce cher Steven était à la recherche de quelque chose de plus impactant, de plus mature. Et on sent bien ici qu'il ne veut pas nous offrir cette féerie tant attendue et qui a fait du premier film un succès. Voilà sans doute pourquoi Le Monde Perdu sera assez mal reçu à l'époque, et l'est toujours aujourd'hui. Car le réalisateur est allé à l'opposé de ce qu'on attendait de lui. Durant la production du film, Spielberg s'en désintéressera de plus en plus, déléguant très souvent à sa seconde équipe et avouant que revenir au divertissement tout public après La Liste de Schindler était une erreur. Voilà ce qu'il dira précisément. Souvent, j'avais l'impression de me retrouver dans la DeLorean de Doc Brown, à revenir 4 ans et demi en arrière. Je ne faisais que servir les gens à un banquet. Je ne me proposais rien de véritablement excitant comme défi. Je me disais, ça n'est pas assez pour moi. Malgré tout, aujourd'hui, je revois le film avec un certain plaisir. Certes, la magie du premier et l'effet de surprise ont disparu, mais Spielberg parvient à nous offrir un moment de pur divertissement grâce à des scènes d'anthologie. Encore une fois, le T-Rex, ou plutôt les T-Rex, arrive au bout d'1 heure de film pour nous offrir une des scènes les plus incroyables de la saga, où Spielberg cite ouvertement Alfred Hitchcock et rend hommage à une de ses idoles dans une magnifique démonstration de suspense. Et puis franchement, gros respect à Eddie, le héros sans cap de ce film qui a fait preuve d'un sang-froid et d'un courage incroyable pour finir par se faire déchiqueter. Quand je vous dis que Spielberg était pas dans le mood. Je peux aussi citer l'attaque des vélociraptors dans les hautes herbes, et celle en fin de film qui, malgré un dénouement un peu chelou, offre aussi une vraie leçon en termes de gestion de l'espace et de tension. Les 15 dernières minutes du film n'étaient pas prévues à la base, mais Spielberg les imposera pour simplement se faire un kiff d'ado et rendre hommage à Ishiro Honda, réalisateur du premier Godzilla. It suddenly is a Godzilla movie, and I just have only dreamed about making one of these as a child. Yeah. As a grown-up, I'm ashamed of myself. Move it that way so Mitch doesn't see it. Les scènes du T-Rex à San Diego dénotent par une mise en scène un peu cartoonesque, où on a l'impression que le réalisateur a juste voulu lâcher un gros chat dans la ville pour foutre le bordel. Et ça marche, cette fin est superbe, et le film, malgré sa réputation, est plus que correct. Moins bon que le premier, assurément, mais tout à fait convenable. Spielberg en a donc fini pour de bon avec Jurassic Park. Mais à l'aube du 21e siècle, un troisième opus va pourtant voir le jour sous la direction de Joe Johnston. Jurassic Park 3 signe le retour d'Alan Grant, toujours dans la sauce financièrement, et Ellie Sattler, qui a fini par avoir plein d'enfants comme elle le voulait, mais pas avec Grant, juste avec un gars du gouvernement, histoire de justifier l'arrivée de toute une armada à la fin du film pour sauver Dinosaur Man et ses amis. Mais ne nous perdons pas dans la timeline. Grant, qui était allé sur Isla Nublar dans le premier film contre une grosse somme d'argent, promet ici de ne plus jamais y remettre les pieds. Non, à la place, il accepte d'aller sur Isla Sorna contre une grosse somme d'argent, bien entendu. C'est vénal un paléontologue quand même. Nous voilà dans le pire endroit de la Terre et nous ne serons pas payés. Malheureusement pour lui, le couple qui l'a engagé pour survoler Isla Sorna n'a pas d'argent, et veulent en réalité sauver leur fils qui a eu la bonne idée en début de film de faire du parapente au large d'une île plein de fucking dinosaures géants. Quant à Alan, visiblement encore très marqué par les événements du parc, Georgie. se rend compte de la supercherie, il n'a pas d'autre choix que de guider ce petit groupe vers un échappatoire avant de tomber sur le... Ah ben non, il est déjà là en fait. Mais bref, durant 90 minutes de ce roller coaster, le groupe va devoir survivre à des dino-punks. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Non mais y a plus de rock, y a plus de rocker, faut être honnête. Des dinos volants et des dinos Virgin Mobile.
Mon rapport à ce film est assez paradoxal parce que c'est avec lui que j'ai découvert la saga. Et à l'époque, j'avais vraiment adoré. J'avais 10-12 ans et j'ai poncé le DVD. Ne pas avoir vu les 2 premiers films et en entendre parler dans celui-ci, ça a nourri un certain imaginaire en moi, où je me suis mis à imaginer tout ce qui s'était passé avant. Et quand j'ai découvert les 2 premiers films, j'ai pas du tout été déçu, ça a été à la hauteur de mes espérances. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends bien compte des faiblesses du film. Il est le moins bon de cette première trilogie. L'absence de Spielberg se fait cruellement ressentir. La mise en scène perd de sa magie. Certains moments n'ont aucun sens. Et la plupart des personnages sont plutôt insupportables. Alan! Monsieur Yudeski! La ferme! La ferme! La ferme! On est plus proche d'un Anaconda avec Ice Cube que du film de 1993. Mais c'est aussi pour ça que j'aime ce film. Il dénote des 2 autres car il transpire la série B décomplexée, le film de monstres un peu con qu'on a pu voir germer au début des années 2000 et que personnellement j'adore. La découverte des vélociraptors, la séquence dans la volière, la planque du gamin qui a survécu, le retour d'Alan Grant qui ici porte le film sur ses épaules, le nouveau dinosaure qui est le plus gros animatronique jamais fabriqué à l'époque, bref, plein de bonnes choses que je trouve encore cool aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas, j'en suis bien conscient. Le film est une redite du premier et du second opus. Certains plans et certaines idées sont reprises telles quelles. Tu as été attaqué. Ah non, c'est mon sac porte-bonheur. Même avec ce que je te paie, tu pourrais t'offrir un sac mieux que ça. Pas question. C'est un porte-bonheur. Les personnages sont bien moins attachants. Le gamin qui a survécu sur l'île, c'est bien, mais pas assez exploité. Laura Dern reléguée au second plan comme une mère au foyer lambda, mais surtout le manque de souffle épique dans la mise en scène. Si Spielberg décide de faire apparaître le T-Rex au bout d'1 heure, sous la pluie et de nuit, c'est pas pour rien. Ça accentue la terreur du moment, ça offre du contraste, et ça sublime ce monstre terrifiant. Ici, le Dino Star arrive au bout de 20 minutes, en plein jour, sans aucun panache. Donc forcément, quand les fans l'ont vu dégommer un T-Rex en moins de 30 secondes, bah ils étaient pas super contents, parce que le T-Rex est une figure iconique depuis 2 films, grâce à la manière dont il est mis en image par Spielberg. Ici on a un dino impressionnant certes, mais très mal exploité. Bon, au moins ça confirme que Spielberg est un chirurgien du cinéma et qu'il réfléchit chaque détail. Contrairement à Joe Johnston, qui n'est pas un tâcheron, mais qui n'apporte rien de spécial à ce qu'il fait. Le film souffre donc d'un manque d'ambition, mais aussi d'investissement. Notamment des acteurs qui n'en pouvaient plus de ce tournage éreintant, et qui se rendaient bien compte de ce qu'ils étaient en train de tourner. L'acteur qui joue Billy par exemple, avouera qu'il avait beaucoup de mal à entrer dans la peau de son personnage tant il était mal écrit. Il était totalement désorienté par son manque de développement. Rajoutez à ça des problèmes liés au budget, des accidents de tournage, Spielberg qui menace de se retirer si le scénario n'arrête pas d'être remanié sans raison par le studio, bref, un gros bazar. Très bien, alors vas-y, hurle. Seulement si le tricycloplote t'attaque, ne viens pas pleurer sur moi. Et c'est sur ce gros bazar qu'on pensait à l'époque en avoir fini avec les dinos du Jurassic Park. Mais pourtant, 15 ans plus tard, l'industrie fera renaître des dinos dans l'optique de voir plus grand, plus gros, plus terrifiant. Fini le T-Rex, fini la magie, place à l'action, place à la surenchère, fini Jurassic Park. Bienvenue à Jurassic World. Et voilà, encore un exemple. Et je me retrouve tout seul là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos.